Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de la radio Kako FM, la station qui nous rapproche de l'histoire et de la culture. Ricardo Olenga, la présentation, c'est mardi 15 juillet 2025, de 10h à 11h. Nous sommes ici en direct. Nous allons plonger dans l'histoire. Nous avons le plaisir d'accueillir l'exceptionnel historien Dani Kayeye Balési. Dani Kayeye, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour à tous les auditeurs de radio Kako FM 97.2. Bonjour à tous les auditeurs qui nous captent, pas seulement dans la ville de Goma, mais dans toute la région de Grand Lac et pourquoi pas dans le monde entier. Aujourd'hui, avec vous, une fois de plus, nous renouvelons notre confiance. Quel est l'avant-goût informationnel qui vous a beaucoup marqué pendant cette semaine? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Les informations qui m'ont beaucoup marqué cette semaine, c'est surtout le revirement du président américain Donald Trump dans la guerre qui oppose les Ukrainiens contre les Russes. Le président américain vient de prendre des décisions très courageuses. Il vient de donner 50 jours à M. Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre qui ensanglante l'Ukraine. Mais aussi, il vient de décider de livrer des missiles patriotes et des armes très lourdes, très sophistiquées à l'Ukraine pour faire face ou barrer la route à l'armée russe qui continue à envahir l'Ukraine. Avec cette grande équipe qui nous accompagne, Aurélie Moussanda à la mise en onde, Lubumanga Black à la réalisation assistée par Didi Damouniemana. On va commencer cette grande émission, et avant de commencer cette émission, on part de l'autre côté de la technique avec Aurélie Moussanda qui va nous balancer l'hymne national de l'Afrique du Sud. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.2 MHz, fidèles auditeurs de cette radio Kako FM, la radio de la paix. Nous sommes ici dans cette émission, les archives du monde, présentées par Ricardo Olenga, et l'exceptionnel historien dans plusieurs universités, assistant, voulais-je dire, dans plusieurs universités et historien dans plusieurs élèves, dans plusieurs écoles dans la ville de Goma. Historien Dani Kayeye, le massacre de Soweto en Afrique du Sud en 1976, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Aujourd'hui, nous développons une grande thématique intitulée le massacre de Soweto de 1976, ou soit les émeutes de Soweto, ça dépend. Mais nous captons à pareil moment sur Kako.2, monsieur Ricardo. C'est une ville située à 24 km au sud-ouest de la ville de Johannesburg, dans la province de Transvaal. Un régime appelé apartheid. Apartheid, c'est un mot qui signifie développement séparé des races. Et le régime sud-africain, c'était un régime raciste. Il y avait des quartiers de noirs. Soweto, il y avait des quartiers de blancs. Les noirs n'avaient pas droit de se rendre dans les quartiers de blancs. Les blancs aussi ne pouvaient pas se rendre facilement dans les quartiers de noirs. On vous attrape, vous êtes zigouillés. Et c'était un problème très sérieux. Il y avait des écoles des enfants noirs, des écoles des enfants blancs. Il y avait des écoles des enfants indiens. Bref, c'était une ségrégation raciale mieux organisé en Afrique du Sud avec le régime appelé apartheid, développement séparé des races. Et c'est dans ce cadre-là que Mandela et ses compagnons vont mener une lutte acharnée pour combattre ce système d'apartheid et instaurer un climat de paix entre toutes les races qui vivaient en Afrique du Sud. Maintenant, si je reviens un peu sur le massacre de 1976, M. Ricardo, les gens doivent se souvenir que ce massacre commence un certain mercredi. Un certain mercredi. Mercredi, 16 juin 1976, dans la matinée. Dans la matinée. Dans la matinée. Les lycéens ou les élèves noirs, n'est-ce pas, de Soweto, c'est un quartier noir, n'est-ce pas, situé à 24 km au sud-ouest de la ville de Johannesburg, dans la province de Transvaal.
Ce jour-là, M. Ricardo, les élèves noirs de Soweto vont manifester contre une décision qui venait d'être prise par le ministre de l'Éducation nationale, c'est un blanc, qui imposa aux élèves noirs d'étudier dans une langue appelée afrikaner. Dans une langue appelée afrikaner. Afrikaner, c'est une langue des oppresseurs sud-africains, des racistes sud-africains. Donc, pour ces ministres-là, les enfants noirs devaient étudier dans cette langue appelée afrikaner, une langue locale, mais les enfants des blancs devaient étudier en anglais. L'anglais, c'est une langue internationale. Donc, vous comprenez la différence. Les enfants noirs étudient dans une langue locale afrikaner, donc ils ne pouvaient pas s'ouvrir sur le plan international. Mais les enfants blancs étudiaient, n'est-ce pas, en anglais. Alors, c'est mercredi, la 16 juin 1976, dans la matinée. Le mercredi. Le mercredi. Entre 15 000 et 20 000 lycéens noirs. 15 000. Entre 15 000 et 20 000 lycéens noirs, M. Ricardo, vont décider de manifester pour réclamer que cette langue-là qu'on leur impose, l'afrikaner, soit changée par l'anglais, comme les enfants blancs. Et ces jours-là, je disais, les enfants vont refuser cette mesure prise par le ministre de l'Éducation appelé Bantu Education Aid, ce qui visait à freiner la bonne éducation des enfants noirs, et car les blancs voulaient que les enfants noirs ne puissent pas évoluer. Mais ces jours-là, M. Ricardo, ces enfants, ces lycéens noirs de Soweto, 15 000 à 20 000 lycéens noirs, vont manifester dans le pays, à Soweto, et la police était très violente ce jour-là, M. Ricardo. La police va répliquer en utilisant des gaz lacrymogènes. Devant les enfants. Devant les enfants. Devant les enfants. Mais aussi la police blanche va recourir, n'est-ce pas, à des balles réelles. Des balles réelles. Des balles réelles. Ils vont tirer, n'est-ce pas, dans la foule. Et ce jour-là, M. Ricardo, des dizaines, des centaines d'élèves noirs furent massacrés. Ah bon? Furent massacrés. Et moi je vais vous dire, ils étaient massacrés seulement puisqu'ils étaient noirs. Puisque les noirs étaient considérés comme des animaux en Afrique du Sud. Ah bon? Comme des animaux en Afrique du Sud. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup de leaders noirs vont se révolter, vont accompagner ces enfants dans la lutte pour que l'Afrique du Sud et les enfants sud-africains retrouvent aussi une bonne ambiance, n'est-ce pas, pour qu'ils soient enseignés aussi en anglais, comme les enfants blancs en Afrique du Sud. L'histoire d'Anika Essassi, c'est un pas en secret. L'Afrique est considérée comme berceau de l'humanité. Et maintenant, que représente Soweto pour l'Afrique d'ici? Merci beaucoup, M. Ricardo. Vous savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme a été découvert en Afrique. Et plus précisément en Afrique du Sud, M. Ricardo. En Afrique du Sud. Dans ce même pays que nous sommes en train de parler. Le premier homme, si l'Afrique du Sud, si l'Afrique est qualifié de berceau contre de l'humanité, le premier homme a été découvert en 1924. En 1924. En Afrique du Sud, n'est-ce pas? En Afrique du Sud. Et cet homme, on l'appellera Australopithèque. Australopithèque. Austral signifie sud. Sud, Pithèque signifie singe. Donc le singe qui a été découvert dans la partie sud de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a été le premier à donner le premier homme qui a été découvert en 1924 par un certain Raymond Datt. Alors, les autres pays comme la Tanzanie en 1959 vont suivre l'Éthiopie, et aujourd'hui l'homme le plus ancien a été découvert au Tchad en 2001, n'est-ce pas? Et cet homme, on l'appelle Toumaï ou Tchadanthrope. Il a 6 à 7 millions d'années. Aujourd'hui, le berceau de l'humanité, n'est-ce pas, c'est l'Afrique, car le premier homme a été découvert en Afrique. L'homme le plus ancien, voulais-je dire. Mais aussi, la question que tu me poses, Ricardo, l'Afrique est le berceau de l'humanité, car le premier homme a été découvert, l'homme le plus ancien a été découvert en Afrique. Mais aussi Soweto, cette ville noire sud-africaine de Johannesburg, n'est-ce pas, est considérée comme le berceau de la résistance sud-africaine. Si l'Afrique du Sud aujourd'hui a un régime noir, dirigé par le président Cyril Ramaphosa,
Tout est parti de Soweto, une ville noire de Johannesburg. C'est dans cette ville de Soweto, M. Ricardo, que les enfants noirs, ces lycéens noirs, le mercredi 16 juin 1976, vont décider de se révolter contre le régime oppresseur des racistes noirs, blancs sud-africains. Voilà pourquoi Soweto est considéré comme le berceau de la résistance sud-africaine vis-à-vis d'un régime ségrégationniste qui ne voulait pas entendre parler des Noirs, car les Blancs considéraient les Noirs comme des animaux. Voilà pourquoi il fallait les massacrer comme des poules. Et c'est dans ce cadre-là que les Noirs vont prendre conscience, ils vont prendre leur destin en main pour se révolter contre ces régimes racistes blancs de l'Afrique du Sud. Danny Kayeye, pendant ces manifestations pacifiques, quelles sont les premières victimes de cette répression raciste? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Vous savez, la première victime, déjà, quand ces manifestations commencent, le mercredi 16 juin 1976, c'est un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans. Hector Peterson. Ah bon? Hector Peterson. Un enfant de 13 ans noir. Puisque tous les écoliers de l'école primaire, les écoles secondaires, il y a même des étudiants noirs qui s'étaient joints à cette manifestation-là pour déclarer que les enfants noirs aient aussi accès à une bonne éducation comme les enfants blancs. Et moi je vous dis, quand cet enfant, Hector Peterson, un jeune garçon noir de 13 ans, était tué, il était ramassé par son camarade de 18 ans, un certain Mbouissa Makubu. Mbouissa Makubu, c'est lui qui l'avait ramassé, n'est-ce pas? Et quand vous regardez, M. Ricardo, chaque le 16 juin, le monde entier commémore la journée internationale de l'enfant africain. C'est suite au massacre du 16 juin 1976 que cette journée a toujours été commémorée chaque 16 juin, journée internationale de l'enfant africain. C'est suite à ces massacres de Soweto de 1976. Et puis, selon les sources officielles, M. Ricardo, ce jour-là, ce mercredi 16 juin 1976, il y avait entre 25 et 100 personnes tuées. 25 et 100 et 100 écoliers tués, puisque seulement ils sont noirs. Ils sont en train de revendiquer leurs droits, M. Ricardo. Ce n'est pas vrai. Mais d'autres sources, M. Ricardo, disent qu'il y avait 575 écoliers tués noirs. Ah bon? Puisque seulement ils étaient des noirs. D'autres sources vont très loin. D'autres sources disent qu'il y avait 700 écoliers tués noirs. Massacrés. Massacrés, n'est-ce pas? C'est 16 juin 1976. C'est dans ce cadre-là, M. Ricardo, n'est-ce pas, que tous les leaders sud-africains noirs vont se mobiliser derrière ces enfants noirs qui venaient d'être massacrés pour avoir revendiqué leurs droits. Ils avaient quand même droit à une bonne éducation. Pourquoi enseigner les enfants blancs en anglais, n'est-ce pas, et enseigner les enfants noirs, puisqu'ils sont seulement noirs, en afrikaner, une langue locale? Et c'est ce que les enfants noirs avaient refusé. Et moi je vous dis, M. Ricardo, ces massacres étaient condamnés par la communauté internationale. Cette fois-ci par la communauté internationale. Certains pays de la communauté internationale avaient condamné ces massacres, mais presque tous les pays africains, avaient condamné à l'unanimité ces massacres de Soweto de 1976. Avec la complicité de Redi Moussanda, on va écouter cette chanson Asibonanga. Il y avait beaucoup de leaders noirs qui étaient en prison pour avoir combattu l'apartheid. Et quand on dit Asibonanga en Zoulou signifie on l'a plus vu. Et en 1950, M. Ricardo, c'est dans le même cadre ici des massacres,
En 1950, Mandela va comprendre que l'Afrique du Sud va très mal. Les Blancs rendent les Noirs esclaves dans leur propre pays. Et Mandela va décider en 1950, avec ses compagnons d'élite, de créer un mouvement de résistance appelé Umkhonto we Sizwe. Umkhonto we Sizwe qui signifie Umkhonto we Sizwe qui signifie fer de lance de la nation. C'était un mouvement de résistance, M. Ricardo, pour lutter contre l'apartheid. Et Mandela va commencer la lutte, n'est-ce pas, soutenu par Kiba, Fidel Castro a joué un rôle très capital dans cette histoire. Ah bon. Mais aussi il y a des Mozambicains qui ont joué un grand rôle dans cette histoire, dirigé par Samora Machel, le premier président du Mozambique, n'est-ce pas, tué dans un accident d'avion en 1986. Il revenait de la réunion d'Nkomati en Afrique du Sud. Et son avion a été piégé, son avion s'est cogné sur une montagne et Samora Machel est mort. Paix à son âme. C'était un grand révolutionnaire mozambicain qui luttait contre l'apartheid, ami à Mandela. Mais aussi, M. Ricardo, les gens doivent savoir qu'en 1962, toujours dans ce cadre ici, Mandela sera arrêté. Mandela s'est arrêté avec Jacob Zuma, qui a été président de l'Afrique du Sud, avec Govan Mbeki, le père de Thabo Mbeki, avec un certain Katrada et d'autres leaders noirs qui combattaient l'apartheid. Mais aussi, il y avait d'autres grands leaders qui combattaient l'apartheid. Et en 1964, M. Ricardo, Mandela sera condamné à mort avec ses amis. Condamné à mort. Dans ce qu'on appelle les procès de Rivonia. Et Mandela va dire ceci, M. Ricardo. Lors de son procès avec ses amis Jacob Zuma et compagnie, on va lui dire de renoncer à la lutte armée contre les régimes ségrégationnistes noirs sud-africains, l'apartheid. Mandela va dire ceci devant les juges du tribunal, les juges blancs. Il va dire, M. Ricardo, que je suis prêt à mourir, mais je dois tout faire pour libérer l'Afrique du Sud du joug colonial blanc. Là, ça c'est Mandela. Ça c'est Mandela, M. Ricardo. Il va jurer de mourir. C'est ça. Voilà pourquoi Mandela est déjà mort. Mais Mandela reste parmi les héros de l'Afrique du Sud, en particulier de toute l'Afrique en général. 28 15 027. Je rétape. Nous sommes au 089 28 15 27. Dani Kayeye, quelle a été 16 dans ces événements de Soweto? Merci, M. Ricardo. Ça, c'est une très bonne question. Quelle était la place ou le rôle de la Révolution française dans ce que les Sud-Africains ont connu comme tournant dans leur politique? Vous savez, si vous suivez un peu, je vous renvoie, M. Ricardo, et tous les auditeurs que nous captez sur 97.2 Kako FM, je vous renvoie à ces films-là d'une femme historienne appelée Masumbuka. Là, je pense à une fillette là appelée Sarafina. Ça me rappelle un monsieur appelé Crocodile. Ces jours-là, les Sud-Africains avaient compris que pour se libérer, n'est-ce pas, la femme là, Masumbuka, avait enseigné la Révolution française. Et ce n'est pas très loin, M. Ricardo. C'est hier, aujourd'hui nous sommes le 15 juillet. C'est hier qu'en France, on était en train de célébrer, n'est-ce pas, la journée de libération de 1789, quand le roi fainéant, le roi français Louis XVI, venait d'être renversé par des révolutionnaires français qu'on appelait les sans-culottes. Les sans-culottes. Ça, c'est histoire 5e. Mais aussi, la femme, la Masumbuka, l'historienne, l'enseignante, avait compris que pour que les Sud-Africains se soulèvent, il fallait enseigner la Révolution française. Il fallait montrer aux enfants ces jours-là, noirs de Soweto, comment les Français étaient parvenus à se révolter contre la dictature du roi Louis XVI, qu'on appelait en France le roi fainéant. Le roi fainéant. Le roi fainéant. Et Masumbuka, la dame là, quand elle était en train d'enseigner comment les Français avaient pris les taureaux par les cornes pour renverser le régime de Louis XVI, le roi fainéant, qui martyrisait les Français. Les enfants avaient compris, M. Ricardo, qu'il fallait faire comme les Français. Et c'est dans ce cadre-là que les enfants sud-africains noirs de Soweto, berceau de la résistance sud-africaine, vont s'inspirer de la Révolution française
Ils vont imiter les Français de ce qu'ils avaient fait le 14 juillet 1789 à 17h. Ah bon? Heure de Paris. Quand les révolutionnaires français appelés les sans-culottes étaient en train d'envahir la plus grande prison de la France, qu'on appelait la Bastille. C'est dans cette prison, M. Ricardo, que tous les opposants du roi Louis XVI étaient enfermés. Et quand la révolution commence en France, le 14 juillet 1789, à 17h heure de Paris, il faut commencer d'abord à détruire la prison appelée la Bastille. Détruire la prison? Oui, détruire la Bastille, la plus grande prison de la France jusqu'à aujourd'hui, et libérer tous les prisonniers qui s'opposaient au régime du roi Louis XVI. Et c'est dans ce contexte, M. Ricardo, que tous ces révolutionnaires-là, tous ces prisonniers qui quittaient la Bastille, la plus grande prison de la France, vont entrer dans la danse. Mais les révolutionnaires français qui venaient de Marseille, au sud de la France, qui vont se joindre aux autres manifestants, aux autres révolutionnaires français à Paris. Il faut commencer à chanter une chanson appelée la Marseillaise. C'est ça même l'hymne national de la France, la Marseillaise. Exactement. Composée par un certain Rouget de Lisle. Alors, c'est cette chanson-là qui a marqué les événements à Paris. Et à partir de ce moment-là, les Français vont décider que cette chanson-là soit considérée comme l'hymne national de la France. Voilà pourquoi l'hymne national de la France s'appelle la Marseillaise, puisqu'elle a été composée par les révolutionnaires français qu'on appelait les sans-culottes, qui venaient du sud de la France, de la ville de Marseille. Alors, cette révolution française a été un élément déclencheur, M. Ricardo, a donné un tonus aux révolutionnaires noirs sud-africains de Soweto pour se révolter contre les régimes ségrégationnistes blancs de l'Afrique du Sud. Et c'est dans ce cadre, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, vous allez voir que le régime qui règne en Afrique du Sud, c'est un régime dirigé par des Noirs. Et le président s'appelle Cyril Ramaphosa. On dit souvent, Ricardo, on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. N'est-ce pas? C'est dans ce cadre que les Sud-Africains eux-mêmes avaient pris les taureaux par les cornes. Ils avaient pris leur destin en main pour se révolter contre les régimes ségrégationnistes noirs de l'Afrique du Sud. Dani Kayeye, quel a été le rôle de musiciens sud-africains pour la libération de leur pays? Merci beaucoup, M. Ricardo. Vous savez, en Afrique du Sud, à l'époque, M. Ricardo, tout le monde s'était mis au travail. Les écrivains d'abord, les intellectuels, M. Ricardo, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je commence avec un monsieur appelé Peter Abrahams. Peter Abrahams. Un écrivain noir sud-africain. Qu'est-ce que Peter Abrahams avait écrit? Il avait écrit plusieurs textes, M. Ricardo. Rouge et le sang des noirs. Ça, c'est son texte. Rouge et le sang des noirs, n'est-ce pas? Ça, c'est le texte de Peter Abrahams que nous avions étudié. Et avec ça, les gens avaient compris que tous les intellectuels devaient prendre leur stylo pour commencer à écrire, condamner, informer le monde sur les crimes orchestrés par le régime ségrégationniste blanc de l'Afrique du Sud. À part ça, M. Ricardo, les musiciens sud-africains noirs, je prends par exemple l'exemple de Yvonne Chaka Chaka. Chaka Chaka. Avec Mukombooti. Les libérateurs. Je prends l'exemple de Lucky Dube, slave. Slave signifie esclave, M. Ricardo. Les Noirs étaient devenus des esclaves en Afrique du Sud. Les Noirs étaient devenus des esclaves dans leur propre pays. Alors il fallait que les Noirs se révoltent en Afrique du Sud. Et la révolution en Afrique du Sud, M. Ricardo, a commencé à Soweto, berceau de la résistance sud-africaine. La ville de Soweto, située à 25 km au sud-ouest de la ville de Johannesburg. Et les Noirs avaient compris qu'on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. C'est dans ce contexte qu'ils avaient compris qu'ils n'avaient personne pour les libérer. Il fallait qu'eux-mêmes se libèrent. C'est comme ça qu'ils ont accepté de braver la peur. C'est comme ça qu'ils avaient accepté de manifester, de marcher. Mais M. Ricardo, les gens doivent comprendre que c'était une marche pacifique. Une marche pacifique. C'était une marche pacifique. Mais transformée au massacre. Transformée au massacre. Déjà, ces racistes blancs sud-africains avaient tué des gens. Et le petit là, j'insiste maintenant. J'insiste sur ce petit-là. Le premier petit qui était le premier à être tué. Et il a été tué par le colonel de la police. Un colonel. Un colonel de la police. Ce petit s'appelle
Hector Peterson, un jeune garçon de 13 ans, un écolier de 13 ans. 13 ans seulement. 13 ans, n'est-ce pas? Récupéré par son camarade de 18 ans, Mbouissa Makoubou, n'est-ce pas? Et les photographes, vous allez voir, monsieur Ricardo, il y a une photo qui circule dans tous les journaux du monde entier. Une photo de ce petit-là, Hector Peterson, qui a été tué à 13 ans pour avoir revendiqué son droit. Et son collègue, son camarade a ramassé son corps. Et c'est ça la photo qui avait fait la une de tous les journaux du monde en 1976. Alors, c'est lui qui est le célèbre photographe qui avait pris cette photo-là. C'est la photo fétiche, monsieur Ricardo. Il s'appelait Samuel Nzimu. Les célèbres photographes. Les célèbres photographes. C'est lui qui avait pris cette photo-là. C'est la photo emblématique qui avait fait le tour du monde. Et c'est à partir de ces massacres-là que la communauté internationale, les Nations Unies, avaient décrété la journée du 16 juin comme journée internationale de l'enfant noir. Puisque, en tout cas, ces enfants étaient massacrés, n'est-ce pas, d'une manière sauvage. Mais aussi, monsieur Ricardo, il y a un ministre sud-africain, Henrik, qui disait ceci: l'égalité entre un blanc et un noir n'existe pas et n'existera jamais. Ça, c'est un raciste. C'était tous des racistes. Henry qui disait, je répète, l'égalité entre blanc et noir n'existe pas et n'existera jamais. Et les gens oublient, monsieur Ricardo. Voilà pourquoi le cours d'histoire est très capital. Les premiers Européens qui arrivent en Afrique du Sud, ils arrivent au XVIe siècle. Ils fuyaient la guerre des religions, n'est-ce pas? Ils fuyaient en Europe. Et ces premiers Européens, on les appelait des bourgs. Des bourgs. Des paysans, qui signifie paysans hollandais. Ils arrivent, ils sont bien accueillis. Après, il y a les Français qui arrivent, après les Anglais arrivent. Mais comme les Anglais étaient très forts par rapport aux autres, là nous sommes au 19e siècle quand les Anglais arrivent, les rois qui régnaient sur l'Afrique du Sud, M. Ricardo, on l'appelait Tchaka Zulu. Tchaka Zulu. Matière 4e secondaire, le royaume de Tchaka Zulu, n'est-ce pas? Mais comme les Anglais étaient très forts par rapport à d'autres blancs qui étaient en Afrique du Sud, les Anglais vont s'imposer et ils vont prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir en Afrique du Sud et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont imposer le système qu'on appelle apartheid, qui signifie développement séparé des races. Il y avait des quartiers de blancs, des quartiers de noirs. Les noirs n'avaient pas droit de fouler leurs pieds dans les quartiers de blancs. Ah bon? On vous attrape, vous êtes emprisonné ou tué. N'est-ce pas? Il y avait même des laissez-passer intérieurs, monsieur Ricardo. Laissez-passer intérieur. Laissez-passer intérieur. Pour quitter Katindo, aller à Mabanga, quitter Mabanga, aller à Birere, quitter Birere, aller à Mutinga. Il fallait avoir un passeport intérieur. Ah bon? Il y avait des barrières. On t'attrape, tu n'as pas ce passeport intérieur, monsieur Ricardo, mais tu es arrêté ou zigouillé. C'est pas possible. C'était terrible, monsieur Ricardo. Voilà pourquoi la révolution parfois est laide. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des problèmes en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les Noirs quand même respirent un peu, même s'il y a quand même les problèmes, ils peuvent pas se terminer à 100%. Aujourd'hui, les Noirs quand même respirent en Afrique du Sud. Mais puisqu'ils étaient devenus de véritables esclaves. Et Mandela, monsieur Ricardo, il a accepté de faire 27 ans en prison. Et les Blancs venaient lui dire, monsieur Mandela en prison, nous voulons te libérer, mais tu quittes le pays, tu vas en exil. Mandela leur disait ceci: je ne veux pas quitter mon pays, l'Afrique du Sud, et aller mourir ailleurs. Je préfère que vous puissiez me libérer et rester dans mon pays. Si vous voulez m'amener en exil, je n'accepte pas. Je préfère mourir dans mon pays en train de lutter. Et si je meurs, que mes frères m'enterrent avec dignité. Je ne peux pas quitter l'Afrique du Sud. Voilà pourquoi Mandela est déjà mort, mais il reste parmi les hommes les plus populaires de la planète. Et retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.2 MHz. Aujourd'hui, nous vous parlons de massacre de Soweto de 1976 avec l'historien Dani Kayeye qui nous relatait le fait exact qui se sont passés en Afrique du Sud. La mort des enfants qui ont péri leur vie devant le policier et le colonel de l'armée sud-africaine. Historien Dani Kayeye dans ce studio, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Le gouvernement est dirigé par un président
président noir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces combats, de ces luttes, de ces vaillants révolutionnaires sud-africains? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Vous savez, l'Afrique du Sud, si nous commençons un peu les problèmes de ces pays, c'est un pays qui a connu beaucoup de problèmes. C'est depuis le 16e siècle, comme je le disais, depuis le 16e siècle, que les premiers blancs arrivent en Afrique du Sud. On les appelait des Boers ou des Boers, qui signifie paysans hollandais. Le français, les anglais vont arriver au 19e siècle. Et comme je le disais, ce sont les anglais qui étaient très forts par rapport aux autres et ils vont dominer les autres. Mais moi, je vous dis, les Noirs ont souffert, monsieur Ricardo. Moi, je crois, après les Juifs, pour avoir souffert. Vous savez, les Juifs ont fait 4 siècles comme esclaves en Égypte. Et il a fallu que Dieu puisse intervenir après 4 siècles d'esclavage pour qu'ils soient libérés dans ce qu'on appelle dans la Bible Exode. Et il fallait que Dieu envoie Moïse pour venir le récupérer et les amener vers la terre promise. Là, vous parlez comme un bishop. Mais aussi, pour quitter l'Égypte, dans ce qu'on appelle dans la Bible Exode, ou en Swahili Kutoka, n'est-ce pas, ils ont fait 40 ans pour quitter l'Égypte vers Canaan. Mais aussi les autres qui ont souffert dans ces pays, c'est vrai, nous tous nous souffrons. Mais les Sud-Africains ont souffert, M. Ricardo. Ils ont souffert avec le régime ségrégationniste blanc. Et tout commence en 1947 avec le premier ministre sud-africain, Daniel François Malan. Qui va institutionnaliser même l'apartheid, développement séparé des races. Et les gens ont combattu. C'est grâce à la lutte, M. Ricardo, qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud a connu le premier président noir. Après tous ces temps-là, le premier président noir, c'est Nelson Mandela, qui a été libéré en 1990. Et après avoir été libéré en 1990, M. Ricardo, pour les gens qui nous captent à pareil moment, doivent savoir que quand Mandela a quitté la prison en 1990, le président, le maréchal Mobutu l'attendait à Goma. Il attendait à Goma et Mobutu avait fait asphalter expressement la route qui quitte l'aéroport de Goma jusqu'au musée. Là où travaille le gouverneur. Cette route devait s'appeler en 1990 route Nelson Mandela. Mais à la dernière minute, on a changé. Et Mandela, quand il a quitté la prison après 27 ans de détention, après 27 ans de détention, le premier pays qu'il a visité quand il a pris son avion, c'est Goma. La République démocratique du Congo. Précisément Nord Kivu. Qui était accueilli par Mobutu. Mais quand il quittait la prison, encore une fois, après 27 ans, monsieur Ricardo, les journalistes sont venus tendre les micros à Mandela, n'est-ce pas, à Johannesburg, pour lui poser la question de savoir si il va continuer la lutte après 27 ans. Mandela va répéter la même chose, il va dire la même chose qu'en 1964. Il va dire: je viens de réaliser 27 ans en prison avec mes compagnons. Je suis prêt à retourner en prison ou à mourir si les blancs sud-africains ne veulent pas collaborer avec les blancs, les noirs, et aussi ne veulent pas mettre fin à l'apartheid. À l'époque, c'était le président Frédéric de Klerk qui dirigeait l'Afrique du Sud. Le tout premier président sud-africain. Le dernier président blanc sud-africain, Frédéric de Klerk, et c'est lui qui avait libéré Mandela sous la pression internationale, avec tout ce que le pays a connu comme massacre. Et 4 ans après, M. Ricardo, 4 ans après, l'Afrique va connaître les premières élections multiraciales. De tout le monde. Voilà pourquoi l'Afrique du Sud, on l'appelle, n'est-ce pas, le pays de l'arc-en-ciel, avec plusieurs couleurs. Il y a plusieurs tribus en Afrique du Sud. Il y a des blancs, il y a les noirs, il y a les indiens, il y a les pakistanais, il y a beaucoup de gens là-bas. Et Mandela devient le tout premier président noir en Afrique du Sud en 1994. En 1994. Mandela va diriger le pays pendant 5 ans. 5 ans. De 1994 à 1999. Et après, il avait son vice-président qu'on appelait Thabo Mbeki. Thabo Mbeki aussi, son père avait fait 27 ans en prison, on l'appelait Govan Mbeki. Un compagnon de l'île de Mandela. Alors, en 1999, le premier mandat de 5 ans de Mandela s'achève. Les Sud-Africains avaient encore besoin que Mandela puisse diriger le pays. Vous savez ce que Mandela avait répondu, M. Ricardo? Il avait dit aux Sud-Africains ceci:
je ne suis pas le seul leader noir sud-africain capable de diriger le pays. C'est vrai, je comprends, ça c'est Mandela qui parle, je comprends que vous avez besoin de moi pour que je continue à diriger l'Afrique du Sud. Mandela va leur dire ceci: je ne suis pas le seul leader noir capable de diriger ce pays, j'ai d'autres leaders noirs capables de diriger ce pays et le pays va aller de l'avant. Et Mandela va décider, monsieur Ricardo, d'abandonner le pouvoir au profit de son vice-président, Thabo Mbeki. Ah bon? C'est comme ça qu'il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir sur un plateau en or à Thabo Mbeki. Mandela n'a pas voulu faire le deuxième mandat. Non, il a refusé. Il a dit que je ne suis pas le seul intelligent noir. Non, il a laissé le pouvoir. Il y a des dirigeants démocrates. Il a laissé le pouvoir. L'élégance politique. L'élégance politique. Ou la souplesse politique. Et il a laissé le pouvoir. Thabo Mbeki est devenu le deuxième président noir. Après, quand Thabo Mbeki est parti, je crois il y a Zuma qui arrive. Jacob Zuma. Zuma qui arrive. Il a fait plus de 10 ans aussi en prison avec Mandela. Jacob Zuma. Après Zuma, il y a Cyril Ramaphosa. L'actuel. L'actuel. C'est le 4e, je crois, président noir sud-africain. Donc, si tous ces présidents sont en train de défiler à la tête de l'Afrique du Sud, c'est grâce à un fruit de tout le monde, n'est-ce pas, la lutte contre le régime ségrégationniste, n'est-ce pas, blanc, qui était imposé par les blancs de l'Afrique du Sud. Moi, je vous dis, les partis chers à Mandela, on l'appelle ANC. L'ANC qui signifie African National Congress, ou le Congrès national africain. C'est ça le parti qui dirige l'Afrique du Sud. Et c'est ça le parti qui est entré en lutte armée contre le régime ségrégationniste blanc sud-africain. Et aujourd'hui, M. Ricardo, c'est vrai, on ne peut pas terminer les dossiers ou les problèmes en un clin d'œil, mais aujourd'hui, au moins, les Sud-Africains noirs, ils y respirent. Parce que quand vous regardez un peu, quand Mandela est devenu président, vous savez ce qu'il avait fait, M. Ricardo? Quand Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994, il va prendre tous les combattants d'Umukonto et Sizwe. Tous ces combattants noirs qui étaient dans les maquis, il va les incorporer dans l'armée. Dans l'armée. Ce sont ces soldats noirs sud-africains que vous voyez, qui sont même dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo. C'est Mandela qui a fait incorporer ces gens. Mandela avait compris que pour que l'Afrique du Sud soit libérée, pour que les Noirs soient libérés, il fallait qu'il y ait des jeunes noirs, beaucoup de jeunes noirs dans l'armée. Aujourd'hui, au moins 80% des soldats sud-africains, ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs. Ils avaient compris qu'ils étaient dominés puisqu'ils n'étaient pas représentés sur le plan militaire dans l'armée. Dans la police, ils sont là. Et ils ont compris. C'est ici au Congo, nous, où on a peur d'être militaire. Mais on ne peut pas. Je me souviens de la phrase que Macron a prononcé avant-hier, à la veille de la commémoration de la fête nationale de la France, le 14 juillet. Qu'est-ce que Macron avait dit? Il a dit aux généraux français, aux troupes françaises, il s'adressait aux armées, il avait dit, pour être craint, il faut être puissant. Puissant. Pour être craint, je répète, il faut être puissant. Militairement donc. Militairement, c'est ça. Si les États-Unis d'Amérique dominent le monde, Poutine est en train de s'imposer. La Corée du Nord, l'Iran, je ne sais pas quel autre pays, la France, l'Angleterre, l'Espagne, tous ces pays sont en train de s'imposer. C'est puisqu'ils ont compris qu'il faut entrer dans l'armée pour faire face à toutes menaces qui peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, les Noirs, ils sont là. C'est vrai, le problème ne manque pas, mais ils respirent quand même aujourd'hui. Ils ont le pouvoir. Et ils ne jurent que par ce pouvoir, car les Noirs sud-africains ils disent qu'ils n'accepteront plus de perdre le pouvoir en Afrique du Sud. Ils n'accepteront plus jamais de perdre le pouvoir. Et tout est parti de Soweto. Et la photo la célèbre de Hector Peterson, la photo qui a été prise par Mbouis Makubu, n'est-ce pas? Son grand frère, son camarade de 18 ans. Et cette photo-là qui circule sur les toiles du monde avait été prise par le célèbre photographe de cette période-là qu'on appelle Samuel Nzima. Samuel Nzima. Un grand photographe. Un grand photographe. Nous sommes en 1976. Et c'est cette photo-là qui avait énervé au moins la plupart des pays du monde qui étaient en train de suivre en direct ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, monsieur Ricardo, c'était un carnage. C'était un carnage, c'était un crime contre l'humanité. Voilà pourquoi, sous la pression internationale,
En 1990, Mandela sera libéré, n'est-ce pas? Et le président Frédéric de Klerk va abandonner le pouvoir et en 1994, Mandela devient le tout premier président noir de l'Afrique du Sud. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette émission, on part de l'autre côté de la technique avec Aurélie Moussanga. À la réalisation, Manga Black qui est en train de réaliser cette émission. On écoute ça. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, l'émission Les Archives du Monde, Ricardo Lenga, la présentation avec l'invité de tout le jour, l'historien Dani Kayeye. Dani Kayeye, il est en train de nous suivre depuis son canapé à la maison. Il s'appelle le préfet Sumeraï. Qui est Sumeraï, historien Dani Kayeye? Le préfet Sumeraï que nous saluons en passant, c'est le préfet de l'Institut Heri. Vers Boudjouvou là-bas. L'homme qui a modernisé l'école, l'homme qui a changé, n'est-ce pas, le destin de toute l'école de Heri vers le cimetière Kanyamwanga. Il nous écrit aussi, depuis quelque part, il nous fait un clin d'œil. Lui, c'est le grand syndicaliste de Passion Rafiki. Que nous saluons en passant. Il nous dit qu'il est tenté de vous suivre 5 sur 5. Dani Kayeye, on rentre dans ce studio avec plusieurs questions des auditeurs. On en a nombré d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui nous dit ceci. Quelles étaient les circonstances précises qui a mené à la manifestation de Soweto le 16 juin 1976? Merci beaucoup. Les circonstances, c'est ce qu'on appelle en histoire, M. Ricardo, la cause immédiate. C'était l'imposition d'une loi appelée Bantu Education Act. C'était une loi, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation sud-africaine, n'est-ce pas, qui imposait aux enfants noirs de l'Afrique du Sud la langue appelée afrikaner, donc une langue locale, une langue des oppresseurs. Tandis que les enfants des blancs devaient étudier en anglais. Vous voyez, l'anglais c'est une langue internationale. Mais il fallait donc abrutir les enfants noirs pour le ministère. Il fallait laisser les enfants noirs dans l'ignorance. Mais les enfants blancs devaient étudier en anglais. Et quand une fois ils quittent le pays, ils sont appréciés par tout le monde. Donc il fallait que les enfants noirs restent dans l'ignorance. C'est que les enfants noirs vont refuser. Et c'est dans ce cadre qu'un certain mercredi, 16 juin 1976, tout va commencer dans la matinée à Soweto, berceau de l'existence. Entre 15 000 et 20 000 lycéens noirs vont commencer à marcher pacifiquement. Pacifiquement, malheureusement, les policiers sud-africains racistes et blancs vont tirer dans la foule. Des balles réelles. En bout portant. À bout portant dans la foule. Et le premier petit à tomber, c'était Hector Peterson, le jeune garçon de 13 ans là. Il y a Kassere Kafundi Rodrigue qui nous écoute depuis Turunga. Il vous pose cette question. D'ailleurs, c'est une question pertinente. Et qui étaient les principaux acteurs de cette manifestation? Dani Kayeye. Il y avait c'était des élèves, des écoliers et des élèves de Soweto, des écoles de Soweto noirs qui étaient à la base de ces manifestations, puisqu'ils n'acceptaient pas qu'on leur impose une langue locale, l'afrikaner, la langue des blancs, et que les enfants des blancs étudient en anglais. C'est comme par exemple ici chez nous, monsieur Ricardo, vous décidez d'imposer à une catégorie des enfants d'étudier, je ne sais pas, en Kinande par exemple, et les autres étudient en français ou en anglais. C'est impossible. Ces autres-là vont dire non, non. Où est-ce que nous irons avec ça? Ça, c'est une langue locale qui va nous amener nulle part. Mais quand vous étudiez en anglais, vous étudiez en français, vous étudiez en espagnol, vous étudiez en allemand, vous voyez que vous êtes ouvert au monde extérieur. Mais une langue locale va vous amener où? C'est une langue qui va vous clouer, n'est-ce pas, d'une manière locale dans votre pays. Il y a une fille, elle s'appelle Générose depuis la Sampiencia, donc vers Kituku. Elle vous pose cette question: comment la manifestation s'est-elle déroulée et comment a-t-elle dégénéré en violence? Et c'est ça le problème, puisque les policiers et les régimes sud-africains ne voulaient pas que ces manifestations aient lieu. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont envoyé des policiers lourdement armés. Ils ont commencé d'abord par lancer des lacrymogènes, des gaz lacrymogènes. Et quand ils ont senti que
que les gaz lacrymogènes ne faisaient rien, les enfants commençaient à recourir à ce qu'on appelle jet de pierre. Ce que les Palestiniens appellent l'intifada. Ah bon? La guerre de pierre. Vous venez avec des armes à feu, et ils viennent avec des pierres. L'intifada chez les Palestiniens. Les enfants nord-sud-africains vont commencer maintenant à répliquer par des jets de pierre. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que les policiers blancs vont tirer dans la foule. Et oui, alors le petit là, Hector Peterson, va mourir, ramassé par son collègue de 18 ans, Mbouissa Makubu, n'est-ce pas? Et Samuel Nzima, le photographe, va prendre cette photo qui fait la une jusqu'à aujourd'hui, M. Ricardo. Cette photo depuis 76. Mais aussi, ces jours-là, selon l'administration, n'est-ce pas, blanche, il y avait entre 25 et 100 personnes tuées, 100 écoliers noirs tués. D'autres sources parlent de 575 écoliers tués. Mais d'autres sources vont très loin pour dire qu'il y avait 700 écoliers noirs tués. 700 écoliers noirs. C'était un véritable massacre. Voilà pourquoi on parle des massacres de Soweto en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un qui s'appelle Justin Bouchou. Il vous pose cette question. Quelles ont été les conséquences immédiates du massacre? Ces massacres maintenant, n'est-ce pas, ont produit des effets négatifs sur le plan international. Il y avait des réactions de part et d'autre. Les Nations Unies avaient condamné, l'Union africaine avait condamné, tout le monde avait condamné, de manière que même les grandes puissances qui soutenaient l'Afrique du Sud ont commencé à secouer les régimes ségrégationnistes blancs sud-africains pour qu'ils mettent fin à cette barbarie. Cadre-là, qu'en 1990, le dernier président blanc sud-africain, Frédéric de Klerk, pressé par la communauté internationale, va accepter de libérer Mandela. Et en 1994, Mandela devient le tout premier président noir. En 1994. Oui, mais Mandela était très fort. Quand il est devenu président, lui, on lui a posé la question s'il va se venger contre les blancs. Mandela avait dit non, l'Afrique du Sud nous appartient tous. Que tu sois blanc, que tu sois indien, que tu sois blanc, n'est-ce pas, que tu sois, je ne sais pas, pakistanais, sri lankais, l'Afrique du Sud nous appartient tous. Nous avons tout intérêt de nous asseoir autour d'une table, de résoudre nos différends entre nous et de bâtir un pays fort. Voilà pourquoi, M. Ricardo, l'Afrique du Sud est appelé les pays arc-en-ciel. Arc-en-ciel, vous voyez, l'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. C'est ce qui représente maintenant. Et c'est ça la force de l'Afrique du Sud. C'est ça la force de l'Afrique du Sud. Les États-Unis, c'est la même chose. La France, c'est la même chose. Tous ces pays qui sont puissants, M. Ricardo, ce sont ces pays qui hébergent beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui mettent leurs forces ensemble pour développer leur pays. Par rapport à notre pays, c'est ici aussi au Congo, chez nous, où les gens raisonnent encore en faveur des clivages et tribalo-ethniques. Avec ça, on ne peut pas évoluer. Voilà pourquoi Mandela reste l'homme le plus fort de la planète, même s'il n'existe plus. Il y a la matière, mais le temps nous tient à la gorge. Houston Yedani Kayeye, quel est votre mot de la fin de cette émission aujourd'hui avec le massacre de Soweto de 1976? Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Nous devons condamner avec la dernière énergie le massacre de Soweto. Personne ne peut souhaiter le massacre, mais ce qui est important pour toutes les nations du monde, et l'Afrique du Sud, c'est le pays... C'est le premier pays. Ils ont compris malgré leurs différences. Regardez une petite équipe de basket sud-africaine. Il y a des métis, ils sont là. Leur équipe de football. Tout le monde est représenté dedans. Pour vous montrer que quand on est ensemble, on est unis. L'union fait la force, la devise de la Belgique. Avec la grande équipe qui nous accompagne, Aurélie Moussanda à la mise en onde, Libou Manga Black à la réalisation, assisté par Yedi Damouni et Mana. Ricardo Olenga était à la présentation de cette émission Les Archives du Monde avec son invité spécial, Houston Yedani Kayeye. La vie est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Au revoir et à la prochaine.